La politique n'a sûrement pas repris ses lettres de noblesse. La violence sur les réseaux sociaux nous oblige à mettre un genou à terre face au meurtre de Noirs. Pauvre Martin Luther King, le combat qu'il a mené toute sa vie contre le racisme aura-t-il servi à quelque chose? Bonjour Vincent Bouget, Bonjour Patrick, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Alors que le Covid-19 est toujours présent, l'élection municipale est repartie de plus belle, comme ailleurs. L'union n'est jamais gagnée d'avance peut-être. Nous recevons donc dans le cadre de l'émission Tête à Tête Vincent Bouget, secrétaire départemental du Parti communiste dans le Gard et tête de liste de Nîmes citoyenne à gauche, avec Jo Menu, dont on parle moins, mais qui est toujours active et présente aux côtés de Vincent Bouget. Toujours, oui, toujours. Alors nous retrouvons à la vision, pardonnez-moi, et à la réalisation et au montage notre bébé national, Benjamin Baron. Il sera de retour en septembre, Michel Monteil, le caricaturiste de l'émission, avec son crayon bien affûté. À la communication et à la photo, la plus nîmoise des Canadiennes, France Pellicano. Alors nous sommes de retour, bien sûr, au restaurant Le W chez Alain Moulin, notre lieu de prédilection dans les conditions du direct. Rebonjour Vincent. Mais rebonjour Patrick. Donc on se tutoie, s'il n'y a pas de On problème. se tutoie, il n'y a pas de problème. Bien, il aurait eu 100 ans le 7 juin, Georges Marchais. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas une référence, peut-être c'est une référence pour toi. C'est des références historiques. Après, c'est pas ma génération à moi, mais je sais qu'il a. Après, je suis historien, donc qu'il a compté, qu'il a compté dans la vie politique française et qu'il était une figure populaire. C'était un spectacle chaque fois que nous le regardions à la télévision. C'était vraiment un spectacle. C'était un homme de médias et en même temps, c'était au-delà de la caricature qu'on a pu en faire. C'était quelqu'un aussi, je crois, d'intelligent et je sais de très cultivé. Disons, quelle différence y a-t-il entre Alain Clary, élu maire député en 1995 du Parti communiste, et Vincent Bouget? Je ne sais pas quelles sont les différences et les points communs. Après, c'est pas forcément à moi de juger, mais euh, après, ce sont des histoires différentes, ce sont des moments différents. Alain, qui est d'ailleurs le dernier de la liste que nous menons avec Jo Menu, est toujours un militant, toujours présent dans la ville. Il est encore très populaire Oui. et il a été élu en 95 dans une situation qui peut être comparable à celle qu'on connaît aujourd'hui, mais en même temps, la situation politique, économique, sociale aujourd'hui est aussi différente et on a chacun nos personnalités et je crois que c'est bien. Et puis l'histoire repasse jamais les mêmes plats de toute façon, donc ça sera une autre histoire, mais j'espère qu'elle sera aussi victorieuse. Mais je voulais dire par là, est-ce que le Parti communiste a évolué par rapport à Alain Clary, par exemple Mais tout évolue. L'idée et l'idéal communiste, il existe depuis très longtemps. Même certains le font remonter au début du christianisme. Donc, puis après, ça a été l'histoire du 19e siècle avec Marx. Et puis, ça a évolué. Il y a eu des penseurs communistes différents. Aujourd'hui, il y a des débats sur ce que c'est que le communisme aujourd'hui. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Je me sens communiste, mais en même temps, je sais qu'aujourd'hui, la liste que nous menons avec Jo Menu est une liste d'une très grande diversité de toutes les sensibilités de la gauche, des écologistes et au-delà de gens qui sont des Nîmois, qui comptent dans la ville, qui sont engagés, qui font des choses. Voilà, et c'est ça que je représente aujourd'hui. Je suis pas forcément le représentant d'un parti aujourd'hui. Bien. Alors, si j'ai tout bien compris, hein, décidément, tout s'oublie vite en politique dans le but de gagner une élection. Vos ennemis d'hier sont devenus des amis pour le second tour du municipal. Moi, j'ai pas d'ennemi à gauche, j'ai pas d'adversaire à gauche, donc il y a eu des choix différents faits au premier tour. Et aujourd'hui, je pense que la situation s'est clarifiée, ce pourquoi on a toujours nous travaillé depuis des mois et des mois, à savoir le rassemblement de toutes les forces de gauche et écologistes, et puis de ce peuple de Nîmes qui souffre et qui a envie d'un changement, il se réalise au second tour, donc j'en suis heureux, et la liste que nous portons, qui était déjà une liste de rassemblement, elle va être soutenue dans une dynamique nouvelle au second tour. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué afin de réunir la gauche limoise dès le départ? Daniel Richard avait-il des arguments meilleurs que les tiens? Sans doute certains l'ont cru de bonne foi. Je pense qu'il y a eu sans doute l'idée qu'il fallait
s'inscrire dans un courant écologiste, mais que nous portions aussi, et peut-être que Daniel Richard a pu manipuler un certain nombre de personnes. Dans tous les cas, bon, aujourd'hui, pour moi, c'est de l'histoire ancienne, et je pense que au-delà de toutes ces petites péripéties politiciennes, aujourd'hui, c'est au Nîmois qu'il faut parler, comme nous le faisons depuis le début. Mais là, il y a un deuxième tour, il y a un enjeu. Et je crois que dans cette dynamique nouvelle, tout est possible, et la victoire est possible. Donc tu parlais de l'écologie, effectivement, toutes les listes parlaient d'écologie. Toutes. Oui, avec plus ou moins de crédibilité, mais oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est devenu une préoccupation. Oui. Alors penses-tu que les Nîmois suivront les consignes de vote, par exemple des socialistes, de la France insoumise et des écologistes? On verra ce qui se passe au second tour. Moi, je n'ai jamais prédit l'avenir. Ce que je sens, c'est qu'il y a une dynamique nouvelle, et qu'aujourd'hui, encore une fois, la liste de rassemblements que nous présentons, dans lesquels se trouvent des socialistes, des écologistes, des syndicalistes, évidemment des communistes, le mouvement de Benoît Hamon, Génération, on peut s'identifier. Je pense que ce peuple de gauche anime, ce peuple salarié, d'indépendants, de précaires, peut s'identifier à ça pour espérer le changement. Donc moi, je sens en ce moment qu'il y a une dynamique qui est en train de naître. Jusqu'où elle ira, nous le verrons, mais en tout cas, nous sommes bien persuadés que nous allons rassembler encore largement les Nîmois. Nîmes est une ville de gauche? Nîmes est une ville populaire. Dans tous les quartiers de la ville, il ne s'agit pas que des quartiers périphériques. Nîmes est une ville populaire au bon sens du terme, hein. Il n'y a rien de négatif à être une ville populaire, avec des salariés, des gens qui sont pas forcément des nantis, des privilégiés, des riches. Et donc ceux-là, ils souffrent aujourd'hui, à mon avis, d'une politique nationale qui a fait beaucoup de dégâts et qui va continuer à en faire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et puis ils souffrent aussi d'une politique locale, avec les représentants locaux de la droite et puis de Macron, qui a fait une politique de prestige plus qu'une politique qui s'intéressait à la vie concrète et au regard des Nîmois. Et donc cette ville populaire, elle peut s'inscrire, à mon avis, elle doit s'inscrire dans ces propositions que l'on peut faire pour vivre mieux et essayer de vivre ensemble, et de vivre dans le bonheur, parce que c'est quand même ça qu'on cherche. Donc la municipalité actuelle n'est pas suffisamment proche du peuple? Je pense qu'il y a une gestion qui, on l'avait déjà dit depuis le début, qui a beaucoup fait en fonction du regard extérieur sur la ville, c'est-à-dire à la fois des investisseurs éventuels qui viennent très peu finalement, et puis en fonction du regard des touristes. Et donc on a construit une vitrine qui est jolie. Nîmes est une belle ville, mais la vie quotidienne des Nîmois, elle est impactée par ces choix-là, que ce soit en matière de transport, en matière de proximité, en matière de commerce, en matière et économique même, parce qu'on le voit bien, cette crise, elle le révèle. Si on mise tout dans le développement économique sur un tourisme, ça reste très fragile, parce que quand il n'y a plus de tourisme, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Et donc aujourd'hui, je pense que les énergies qui sont à Nîmes, parce qu'il y en a plein, et certains même quittent la ville parce qu'ils ne trouvent pas leur place, je pense qu'il faut qu'on les associe, et je pense que le travail de la future municipalité, et c'est comme ça que je m'inscris, sera de mettre en réseau tous ces gens, en aidant ces gens à se développer dans un nouveau modèle de développement économique, éthique, évidemment écologiquement responsable. Et puis dans la vie quotidienne, c'est la question des transports, c'est la question de l'alimentation, c'est la question du logement que nous allons poser, et nous avons des propositions évidemment. Pour en revenir à Daniel Richard, honnêtement, tu savais très bien que Daniel Richard était anticommuniste. Je l'avais bien senti, oui. Donc, malgré ça, vous avez essayé de... Mais globalement, je pense qu'il a divisé, voilà, je pense qu'il a divisé la gauche à un moment donné. Il y a l'anticommunisme, il l'a dit, il l'a répété, c'est son choix. Mais je crois qu'il y a eu une forme d'imposture à essayer de rassembler les autres. La gauche sans les communistes, c'est pas vraiment la gauche, voilà. Il n'y a pas que les communistes, loin de là. Mais quand on veut fracturer sa famille, on n'y arrive pas. C'est l'entente cordiale, même avec la France insoumise, avec Karine Boéché qui était également une locomotive. Ça n'a pas toujours été le cas, quand même. On a eu des débats, mais aujourd'hui, j'ai eu Karine il y a quelques jours au téléphone, et je crois que sans ambiguïté, et je les en remercie encore,
tous ceux qui avaient fait un autre choix au premier tour face à cette situation. Ils l'ont fait en conscience, rapidement, tous, et de façon très claire et très nette, appellent maintenant à voter pour notre liste. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ne représentent plus rien, quoi. Ils ne seront plus élus, donc ils ne représentent que leur parti. Ben après, on est tous des militants. À des moments, on est en situation de responsabilité, à des moments, on l'est moins. Moi, je ne sais pas de ce que sera fait l'avenir. Moi, je ne suis pas là-dedans, en fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette élection municipale, on n'est pas là pour régler des problèmes entre nous. C'est pas à la hauteur des enjeux. Je pense que les Nîmois attendent autre chose que des petits spectacles politiciens. Et je trouve que l'attitude que les ex-colistiers de Daniel Richard ont eue, dans leur immense majorité, puisque très peu finalement ont rejoint Yvan Lachaud, a été une attitude politiquement responsable et je les en remercie. François Séguil avait bien senti ça quand même, puisqu'il t'a soutenu dès le départ. Oui, oui, François, il était plutôt dans le débat d'avant-premier tour sur les positions qu'on pouvait défendre. Oui. Alors David Théby vient de rejoindre le maire sortant, ce n'est pas du tout une surprise, hein. Enfin, pour ma part. As-tu des contacts avec le président de l'USAM? As-tu eu des contacts? Mais, David Tébib, je le connais parce que on a des relations communes et puis on se rencontre régulièrement. C'est quelqu'un de sympathique et qui, dans le club de l'USAM, a réalisé un travail intéressant. Donc nos relations sont cordiales. Après, on fait des choix politiques différents. Mais je sais que dans sa liste, si certains soutiennent sa position, d'autres l'ont pas soutenu et se regardent plutôt de notre côté. Parfait. Donc Carole Delga, présidente de la région. Il y a également le président Denis Boide qui vous soutiennent. Oui. Qui nous soutiennent et sans réserve, hein, c'est ce qu'ils ont écrit. Bon, on travaille à la fois au département et à la région avec Denis Boide et Carole Delga, qui, à mon avis, mènent des politiques intéressantes, notamment au niveau social, au niveau économique. Je pense que ça sera très important et ce soutien, il est très appréciable parce que je pense que dès le lendemain, dès le 29, on pourra se mettre réellement au travail pour qu'il y ait une synergie beaucoup plus grande entre les collectivités, entre la région, le département et la ville de Nîmes et évidemment l'agglo. Quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre ce clash, entre guillemets, avec Daniel Richard pour que toute la gauche nîmoise puisse être réunie. Alors voilà. qu'elle aurait pu l'être tout au début. Elle aurait pu l'être, mais on ne refait pas l'histoire et il ne faut jamais avoir de regrets pour le passé. Bien, alors parlons de ton programme un petit peu maintenant. Laissons les querelles, laissons... une question. Tu penses quoi de ce score que tu as fait au premier tour? Parce que tout le monde te donnait gagnant, en fait te donnait entre 7 et 9%. Ils viennent d'où ce score aussi important? Ça a été une dynamique qu'on a vue dans les 10 derniers jours, parce qu'il y avait, je l'avais dit, hein, je l'ai dit, il y avait beaucoup d'incertitudes dans la tête des Nîmois, et notamment à gauche, pour savoir devant ces deux listes laquelle ils allaient choisir. Et puis il y a un basculement, je crois, parce que à la fois sur la clarté politique, hein, je pense que les Nîmois ont vu des choses, voilà, sur la clarté politique, et puis sur le rassemblement et la liste que nous portions, qui est très ancrée dans la vie locale, et je pense qu'on a su parler aux Nîmois en premier tour, une dynamique qui est née, qui a abouti au résultat du premier tour, et je pense que cette dynamique est en train de s'amplifier de jour en jour, et je pense qu'elle va encore s'amplifier jusqu'au 28 juin. Bien, alors tu souhaites disposer d'une véritable brigade de propreté et valoriser le travail des agents de propreté. Parle-nous un petit peu sur ton programme. On parlait tout à l'heure de la vie quotidienne. On s'aperçoit que, à l'exception des endroits où évidemment où il faut bien nettoyer la vitrine, il y a des endroits qui sont un peu délaissés. Je pense que ce n'est pas de la responsabilité des agents de la propreté. Je veux bien être clair là-dessus. Mais je pense qu'il faut une nouvelle philosophie par rapport à ça, parce que la propreté, ça peut paraître anodin, et aujourd'hui on aura des choses très importantes à régler en plus, mais c'est aussi le cadre de vie, c'est le sentiment de s'approprier son quartier, c'est le vivre ensemble, parce que quand on est dans la rue, qu'on va amener ses enfants à l'école, ou quand on va à la boulangerie, et qu'il faut regarder où on marche sans arrêt, je pense que ça ne crée pas un climat qui est bon, et je pense qu'en plus, c'est une question écologique, pour savoir comment on nettoie, avec quel produit, pour permettre de bien vivre ensemble. Mais ça va toucher aussi la voirie. Et aujourd'hui, on voit que la voirie,
dans bon nombre de quartiers, elle est pas à la hauteur, quoi. Enfin, c'est pas au niveau. Et je pense que c'est, pour les gens qui habitent ces quartiers-là, c'est un sentiment qu'ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et à Nîmes, la gestion de la municipalité sortante, et j'englobe aussi Yvan Lachaud, hein, qui sont les deux sortants en réalité, et ben, à mon avis, a traité différemment les gens selon où ils habitaient et selon qui ils étaient. Mais sur justement la propreté individuelle, il y a ce manque de civisme, d'éducation quand même. Si tout le monde faisait un petit peu attention à ce qu'il Oui, faisait, hein, c'est ça. il y a ça aussi, bien Ça sûr. va être difficile de rééduquer les gens. Je pense que je pense que s'il y a une politique publique, comment dire, offensive ou en tout cas très claire là-dessus, je pense que ça rassure aussi bon nombre de Nîmoises et de Nîmois. Et puis évidemment, il faut apprendre, il faut des fois sanctionner, mais je crois que c'est un chemin qui peut se prendre. C'est toujours pareil. On dit oui, les Nîmois sont réboussiers, ils peuvent pas comprendre, ils râlent, etc. Bon, certes. Mais c'est souvent, on prend ce prétexte-là pour rien faire derrière. Donc moi, je crois que les Nîmois, ils ont envie de vivre dans une ville où il fait bon vivre. Voilà, où ils sont bien, où ils se sentent bien. Donc je pense que si la municipalité, les services et les comités de quartier, les associations s'y mettent dans ce domaine-là, la propreté comme dans d'autres domaines, je pense qu'on peut fédérer tout le monde. Ce qui veut dire que les communautés de quartier n'ont pas réagi à ce jour. Si, bien sûr, ils alertent beaucoup sur. Quand on se rend dans des réunions des comités de quartier, on en a fait un certain nombre. La question de la propreté est une question qui revient souvent. Et je pense que c'est pas une question mineure. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les questions de l'emploi, du chômage, de la précarité, les questions sociales vont revenir très fort dans le moment parce que j'espère, on est toujours dans une crise sanitaire. Il ne faut pas. Faut pas l'oublier. Voilà, il ne faut pas l'oublier. J'espère que ça va s'améliorer. C'est le chemin qu'on semble prendre, mais je pense qu'il faut rester prudent. Mais la crise sociale, elle est extrêmement forte et elle touche une ville qui est déjà pauvre. Donc, et elle sera de plus en plus forte avec tout ce qui bien s'est sûr. passé. Donc le nombre de chômeurs, Oui. les commerçants qui vont fermer, c'est vrai que là c'est difficile. C'est ça l'enjeu. Oui. Donc pardon, Je t'en prie. la municipalité a un rôle important à jouer. Ben, la municipalité, pas toute seule, parce que les compétences économiques, elles sont à l'agglomération, elles sont dans d'autres collectivités, puis il y a l'interpellation de l'État. J'y viendrai, mais évidemment, la municipalité, elle va avoir un rôle sur la question des commerces, sur la question de la défense des services publics, et notamment par rapport à l'interpellation de l'État, je crois que c'est important de le dire. Moi, je crois qu'une ville peut se développer économiquement s'il y fait bon vivre. On revient sur la question de la propreté, sur la question des espaces verts, sur la question de la culture, sur la question du sport, sur la question aussi des services publics. Des entreprises ne peuvent grandir que si elles ont autour d'elles des services publics qui sont en capacité de les aider et d'aider la population. Voilà. Et de la même façon, les entreprises, elles s'installent dans un endroit où qui n'est pas trop dégradé ou sinistré socialement. Donc il faut jouer là-dessus. Et donc là, il y a une interpellation de l'État à avoir. Et c'est une vraie question politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les communes, les départements, les régions ont mis de l'argent beaucoup dans la crise sanitaire, vont en mettre encore pour résoudre la crise économique et sociale. Et cet argent-là, si on laisse les budgets des collectivités seules, si l'État n'abonde pas ces budgets-là, s'il n'y a pas un fonds de soutien aux collectivités, ben les collectivités, au bout d'un moment, elles pourront plus suivre et elles vont être obligées de couper dans un certain nombre de domaines. Voilà. Et donc, moi, je pense que l'interpellation de l'État se fait à la fois sur les dotations qu'ils vont donner aux collectivités. Le département, c'est 60 millions de recettes en moins pour cette année. 60 millions, c'est énorme. C'est énorme. Sur la ville, c'est sans doute 10 millions de dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire. Donc il faut que l'État intervienne et il faut qu'on défende les services publics. Et aujourd'hui, la politique de Macron, aujourd'hui comme hier, est plutôt une politique de casse des services publics. Donc je crois qu'il y a aussi à avoir une équipe municipale qui soit en capacité de jouer le bras de fer avec l'État et avec le gouvernement pour dire on ne déshabille pas les services publics mais on s'occupe des populations. On a l'impression que le gouvernement s'est aperçu que justement les services publics, ne serait les conseils généraux, etc., existaient maintenant. Oui. Hein, ils se sont aperçus parce qu'ils ont délégué une partie de la gestion aux collectivités parce qu'on s'est aperçu pendant cette crise que l'État était défaillant sur un certain nombre de points. L'exemple des masques est
est un exemple flagrant là-dessus. Donc ils se sont délestés, mais ça fait des années que les gouvernements successifs transfèrent des compétences aux collectivités, sans forcément adapter d'ailleurs les dotations financières, et que du coup c'est aux collectivités de gérer un peu la misère. Et du coup, je pense que ça c'est important à relever, mais c'est vrai que la crise, elle a révélé un certain nombre de choses qu'il faut changer. Alors, on n'a pas tout encore en tête, hein, mais il va falloir vraiment réfléchir à cette situation-là pour inventer aussi la ville de demain, quoi. Parlons-nous un petit peu de la charte du droit, de droit culturel. Quels sont vos projets que vous souhaitez mettre en place? Alors, bon, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur les questions culturelles parce que je pense que la culture, c'est pas en plus, c'est pas un supplément d'âme, ça doit être le fondement, un des fondements de toutes les politiques publiques, hein, parce que ça relève de l'émancipation individuelle, ça relève de l'émancipation collective. Et donc, sur un certain nombre de points, on a travaillé avec un certain nombre d'artistes locaux qui sont pour certains sur la liste, et sur l'idée que on doit, sans instrumentaliser les artistes, parce qu'ils ont le droit d'être libres, c'est d'ailleurs enfin, c'est quelque chose d'essentiel, on doit soutenir la création. Soutenir la création artistique partout dans la ville. Et ensuite, la question des droits culturels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin que la culture soit un droit et pas simplement le truc à la marge. Donc c'est l'accès évidemment à la culture pour tous, mais aussi l'accès à la création et la possibilité de créer. Et donc, alors, la charte des droits culturels, elle existe, c'est quelque chose de plus large que simplement Nîmois, mais juste un exemple. On sait très bien, alors je ne sais pas si ça sera possible, que les artistes plasticiens, par exemple, quand ils font des expositions, généralement ils exposent où ils peuvent. Dans le droit, il existe ce qu'on appelle le droit de monstration. C'est-à-dire que le fait de montrer une œuvre, quand vous allez au cinéma, vous payez par exemple. Ben, quand vous allez voir une exposition, vous ne payez pas forcément. Alors tant mieux pour ceux qui peuvent accéder. En même temps, pour les artistes qui créent, ça ne leur donne pas de source de revenus supplémentaires. Et ils sont toujours soumis au marché, savoir s'ils vendent ou s'ils ne vendent pas. Bon, quand un artiste plasticien fait une œuvre, elle est, à mon avis, au même niveau que quand on fait un film, quand on fait une pièce de théâtre, etc. Donc il y a ce qu'on appelle le droit de monstration, qui permet de rémunérer les artistes qui exposent. Donc un manque de lieux également. Il y a aussi un manque de lieux, évidemment. À Nîmes, il y a des galeries qui ont fermé. Et donc, et il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse partout dans la ville. Et il faut qu'on le fasse avec toutes les formes artistiques et toutes les cultures. Nîmes est une ville-monde. Bien sûr, il y a une identité locale très forte. Mais en même temps, il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs et qui sont des Nîmois récents. Hein. Et donc, ceux-là, ils ont aussi une culture propre. Il faut pouvoir reconnaître une culture. Et elles peuvent échanger entre elles les cultures. On ne perd pas son identité quand on s'ouvre aux autres. Moi, ça, j'en suis persuadé. Et je pense que c'est plus facile à ceux qui viennent de s'adapter, enfin, pas de s'adapter, mais j'aime pas ça, mais de profiter d'une culture plus locale, même si on peut tenter qu'on puisse parler de culture locale, mais de profiter d'une culture locale s'ils sont reconnus aussi comme différents des autres. Donc une culture ouverte à tous, tous les jeunes notamment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un sacré talent, qui ne peuvent pas aller au conservatoire parce que c'est trop cher. Oui. C'est prévu tout ça? Ben oui, on s'était déjà mobilisé beaucoup sur l'augmentation des tarifs du conservatoire il y a quelques années, quelques mois même. On avait dénoncé ça parce que ça empêchait des familles de rentrer. Le conservatoire de Nîmes est un conservatoire à rayonnement départemental, donc c'est quelque chose d'important. Et on ne trouve pas logique que les enfants ne puissent pas y accéder. Il y a la question des locaux aussi qui se pose pour le conservatoire, évidemment. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la question des plasticiens, je vous l'ai dit, et on a une école supérieure des beaux-arts à Nîmes qui est une belle école, qui fait plein de choses, mais ceux qui sortent de l'école supérieure des beaux-arts se retrouvent un peu le bec dans l'eau, quoi. À Nîmes, ils ont du mal à essayer de vivre. Le CACN, le Cercle d'art contemporain nîmois, est aujourd'hui itinérant sans lieu parce qu'on est incapable de leur proposer un lieu, alors que c'est une institution très reconnue et réputée. Hein. Et moi, je pense que les questions artistiques et culturelles, c'est pas des dépenses superflues. Je pense que c'est des dépenses utiles socialement, utiles intellectuellement, et je pense qu'il y a des retombées aussi économiques. Et cette énergie-là, ces artistes-là qu'on a sur la ville,
on doit les soutenir, les aider en proposant des ateliers d'artistes, puisqu'il y a des locaux qui sont vides partout, on le sait, et qui pourraient être aussi ouverts à la population à des moments, en leur proposant de créer et d'irriguer, d'essaimer dans la ville. Voilà. Bien, alors quels sont tes projets en matière d'égalité hommes-femmes? C'est très important, hein, parce qu'on voit bien aussi que cette question-là qu'on pense régler ne l'est pas du tout, socialement, mais même dans le domaine professionnel, qu'il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes. Il y a des organisations, des collectifs féministes, mais plus largement qui pointent ça régulièrement, dans lequel évidemment nous on s'inscrit. Et nous proposons aujourd'hui que cette politique de refus de toutes les discriminations et de promotion de l'égalité homme-femme, il y a une élue communiste d'ailleurs qui est en charge de ça au département, qui s'appelle Isabelle Fardoujouvre, et ben, il y a un poste dédié, un poste d'adjoint à la mairie pour s'occuper de ces questions-là, partout et tout le temps. C'est une question d'éducation, mais c'est aussi une question de respect de la loi, parce que l'éducation ne suffit pas, il faut aussi imposer des choses. Alors quels sont les projets en matière d'économie d'énergie? Et ça c'est important. Demandeurs et de pauvres, oui, il y aura de plus en plus de demandeurs d'emploi, nous l'évoquions tout à l'heure. Alors quelles sont vos propositions? Est-ce que vous avez des propositions bien précises pour aider justement tous ces pauvres, tous ces gens qui sont en difficulté, qui ne vont plus toucher le chômage et qui n'auront plus de travail? Alors c'est évidemment une question sociale, c'est aussi une question écologique, hein, parce que bien souvent les bâtiments, qu'ils soient des logements privés ou les bâtiments publics, sont des passoires énergétiques, et que la meilleure énergie, c'est aussi celle que on ne va pas forcément consommer. Et donc il faut qu'on travaille sur l'isolement des logements, des bâtiments publics. Il existe des dispositifs nationaux, mais aussi régionaux, qui permettent de s'inscrire dans une politique de rénovation énergétique des bâtiments. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est fait dans un certain nombre d'endroits. On a vu par exemple que ça a été fait au centre Pablo Neruda, et je pense qu'il faut aller encore plus loin, et il faut aussi s'occuper peut-être beaucoup plus rapidement des logements privés ou des logements sociaux. Et nous proposons par ailleurs qu'il y ait une politique de construction de logements sociaux. Alors, il y a déjà l'ANRU, la rénovation urbaine qui va en proposer, mais qu'au-delà de l'ANRU, on ait davantage de logements sociaux parce qu'il en manque à Nîmes, et que ces logements sociaux, on pourra les construire selon des normes qui sont bien plus respectées qu'aujourd'hui. Et ces logements sociaux sont toujours à l'extérieur de Nîmes, c'est ça? Il y a des logements sociaux partout, mais on voit bien comment la politique de la municipalité sortante a été de concentrer, alors à part l'ANRU, mais il y a d'autres problèmes qui sont posés par l'ANRU, a été de concentrer les logements sociaux sur la périphérie de la ville. Et au centre-ville, on fait des opérations de prestige, immobilières de prestige, qui sont inaccessibles à la plupart des Nîmois d'ailleurs, et qui ne répondent pas aux besoins de la population. Alors donc il faut des logements sociaux partout. J'ai plus le chiffre en tête, mais beaucoup de gens sont éligibles au logement social. C'est pas quelque chose d'infamant. Il y a plein de gens qui vivent dans des logements sociaux et ils peuvent être de bonne qualité, et c'est très important de pouvoir se loger, c'est la première des choses. Et donc, au-delà des logements sociaux, il y a aussi des logements de type privé, d'accession à la propriété, mais sans rentrer nécessairement que dans des opérations de prestige tout le temps, qui pas d'adapter à la population. Parlons justement des logements sociaux et de la périphérie nîmoise. La sécurité, le trafic de drogue, toute ville est confrontée à ce problème-là. Quelles sont vos priorités justement là-dedans? Parce qu'on voit que les dealers gagnent des centaines de milliers d'euros par jour. Je veux dire, ce n'est pas les ouvrir et à la culture et au travail en agissant comme ça. Bon, déjà, moi, je pense pas qu'il faille lier le logement social et le trafic de drogue. Je pense que dans une certaine catégorie de population très aisée, il doit y avoir du trafic de drogue et des gens qui consomment et qui achètent et qui vendent de la drogue. On en parle moins parce que c'est
c'est plus feutré, mais ça existe, hein, et ça existe chez bon nombre de familles aisées. Après, c'est un problème. Moi, je crois aujourd'hui que les trafics de drogue dans un certain nombre de quartiers, pas que périphériques, hein, notamment, mais Nîmes, c'est bien connu, il y a un voilà. quartier autour des Halles où là, il y a un Oui, trafic de drogue. mais pas que, et je pense que ça pollue beaucoup la vie des habitants de ces quartiers. Et je comprends, moi, qu'on se sente en, voilà, en difficulté ou en insécurité à ce moment-là. Donc il faut travailler. Bon, après, ça c'est du ressort de l'État. Hein, le trafic, c'est pas la police, la sécurité. Pour moi, hein, c'est du ressort de l'État. Et on revient toujours au fait que si la sécurité est un service public, ce que je crois profondément, eh ben, il ne faut pas qu'on fasse des économies dessus. On l'avait dit, on l'avait dénoncé, des commissariats de police qui avaient été prévus à Pissevin et à Commissariat Val-de-Gour, de proximité. des commissariats de proximité, et moi je pense qu'il faut qu'on réinvestisse sur la police de proximité, parce que quand on a supprimé la police de proximité, ben, le lien avec les populations c'est moins fait. Et donc même le président de la République et Christophe Castaner les avaient promis, bon, on n'a rien vu venir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi une question de moyens. Et il faut pas, donc il en faut dans la ville de façon intelligente, il en faut sans doute aussi dans les quartiers est de la ville, mais encore une fois, dans une relation de proximité. Les acteurs associatifs de ces quartiers, c'est ce qu'ils demandent pour éviter de rentrer dans des logiques d'affrontement. Mais la question du trafic de drogue, c'est de la responsabilité d'abord de l'État, même si la mairie peut s'inscrire dans cette politique générale. Il n'y a pas un manque d'acteurs associatifs, justement, sur Nîmes. Il y a ce qu'il faut, non? Il y a beaucoup d'associations, et très franchement, heureusement qu'elles ont été là pendant la crise, parce Oui. qu'elles ont pallié un certain nombre aussi de déficits de municipaux, enfin de l'équipe municipale, enfin de la municipalité, j'en dirai un mot, mais heureusement qu'elles étaient là, mais elles sont aussi en difficulté, ces associations. Il y a des gens qui ont des volontés extraordinaires, qui ont soulevé des montagnes, véritablement, mais la suppression des emplois aidés il y a quelques mois, et puis les difficultés aussi de la vie font qu'il y a peut-être des difficultés pour recruter de nouvelles gens. Mais il y a beaucoup d'associations à Nîmes. Oui. Pourquoi je dis elles ont été essentielles et qu'on a bien vu aussi les limites de la gestion municipale sortante, qui par ailleurs a fait des choses positives, je ne critique pas tout, mais par exemple, les fichiers du CCAS n'étaient pas à jour. Et donc, on s'est retrouvé avec un problème alimentaire extrêmement grave dans la ville, avec des files d'attente qui n'en finissaient plus devant le secours populaire, devant la banque alimentaire, etc. Et il y a des gens qui n'arrivaient plus à manger. Et je crois que c'est encore posé, cette question-là de personnes qui n'arrivent pas à manger, qui ont faim et qui contactent, ça existe encore, et on va voir que dans les semaines qui viennent, ça va être encore très prégnant. Et si les associations n'avaient pas pris en main les choses, bousculer un peu les élus actuels, eh ben, il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui seraient passés à travers. Et donc, moi, je pense que le Centre communal d'action sociale, et il y a certainement des gens très bien qui y travaillent, je jette pas la pierre sur les fonctionnaires territoriaux, mais je pense qu'il faut lui donner une toute autre ampleur que ce qu'il a aujourd'hui. Ma dernière question. Dernière question. J'ai lu dans la presse qu'Yvan Lachaud devait annuler le projet Mania Porta sur la partie de Redescend. Est-ce pour des raisons électorales? Et que penses-tu de la troisième voie qui faciliterait la liaison des voyageurs entre la gare de Nîmes et le centre de l'île? Bon, Magna Porta, c'est une blague. Depuis le début, Ça veut dire quoi, c'est une blague? C'est une blague parce que ça fait des années qu'Yvan Lachaud nous promet monts et merveilles sur cet espace-là, des entreprises, des parcs d'attraction, etc. On a toujours dit que c'était une coquille vide, qu'une gare excentrée comme ça n'attire pas nécessairement l'activité économique, que c'est plutôt un handicap pour d'ailleurs la gare centrale et l'activité du centre-ville, qui est une étoile ferroviaire. Donc on l'a toujours dit. Donc là, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose, ou quasiment rien. Donc l'annuler là, c'est à la fois une opération électoraliste, une façon de s'en tirer à bon compte. Mais franchement, c'est pas sérieux. Bien. Alors, il est temps pour moi de dire au revoir à toutes et à tous, de vous dire au revoir, de remercier Bébé, Benjamin Baron, France également, de nous rester fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rester fidèles. Et je vais te laisser le mot de la fin, Vincent.
Merci Patrick. Donc merci pour l'invitation. C'est Déjà, moi. ça fait plaisir de se revoir ici. Oui. Eh ben, écoutez, le mot de la fin, moi j'ai envie de le laisser aux Nîmois. Voilà. Le mot de la fin, c'est les Nîmois qui choisiront. Mais moi je trouve que c'est important que dans cette période de crise où il y a des choix qui seront faits pour les urgences très concrètes aujourd'hui, j'en ai parlé d'urgences notamment sociales, économiques et sociales, mais aussi pour tous les défis écologiques qui sont devant nous. Euh, et puis pour réfléchir à une ville de demain, un monde de demain, alors moi j'aime pas beaucoup l'expression monde d'après, mais il y a des choix de société qui doivent être faits. Et donc le 28 juin, ils ont la possibilité de choisir ça. Et moi je leur dis qu'ensemble, on peut soulever des montagnes. Merci à toutes. Merci Vincent. Merci Merci à Patrick. toutes. À très bientôt. Et puis, restez-nous fidèles. Bye bye.